Le 16 mai, quelque chose de remarquable s'est produit. La confrontation économique la plus importante de ce moment géopolitique ne se déroulait pas dans le détroit d'Ormuz, ni aux Nations Unies, ni dans une salle de commandement militaire. Elle se jouait dans un endroit beaucoup plus discret, entre deux phrases, prononcées par deux dirigeants, dans deux capitales différentes, en moins de 48 heures. À Pékin, Donald Trump se tenait dans le Grand Palais du Peuple, après qu'un accord à huis clos avec la Chine avait déjà été façonné en coulisses. Il a regardé les caméras et a prononcé 4 mots à propos du Canada. Les bonnes périodes prennent fin. Cela pouvait ressembler à une simple phrase lancée au passage. Mais à Ottawa, Mark Carney a entendu autre chose. Il a entendu la version publique d'une stratégie privée. Et lorsqu'il s'est avancé vers le pupitre, avec les drapeaux canadiens derrière lui, sans téléprompteur, il a répondu par 9 mots. Vous nous avez mal lus. Et cette mauvaise lecture coûtera cher. 2 phrases. Une alliance. Plus de 800 milliards de dollars d'échanges annuels. Des millions d'emplois américains liés aux chaînes d'approvisionnement canadiennes. Des décennies de coordination militaire, de coopération énergétique, d'infrastructures partagées et d'habitudes diplomatiques. Soudain, la relation économique la plus intégrée d'Amérique du Nord n'était plus traitée comme un partenariat. Elle était traitée comme un levier de pression. Je suis François. Vous regardez Regard mondial. Et ce soir, je vais vous montrer pourquoi l'accord de Pékin n'était pas seulement un accord commercial, pourquoi une clause précise à l'intérieur du North American Manufacturing Priority Act visait directement la base industrielle du Canada, et pourquoi la réponse de Carney a peut-être davantage secoué Washington que n'importe quelle menace publique. Cette histoire ne parle pas seulement de droits de douane, elle parle de ce qui se passe lorsque la nation la plus puissante de la planète tente de restructurer une alliance vieille d'un siècle en 72 heures sans prévenir le pays concerné par cette restructuration. Imaginez cela en termes d'affaires. Vous avez un partenaire avec lequel vous travaillez depuis plus de 100 ans. Vos usines partagent des fournisseurs. Vos systèmes énergétiques se soutiennent mutuellement. Vos travailleurs sont connectés par des chaînes d'approvisionnement si profondes qu'aucun des deux camps ne peut réellement se séparer de l'autre sans dommage. Puis, une nuit, votre partenaire s'envole à l'autre bout du monde, rencontre votre plus grand concurrent et participe à la conception d'un plan destiné à retirer vos lignes de production les plus précieuses de vos installations pour les transférer dans les siennes. C'est ce que le Canada a vu derrière le langage diplomatique. Le message public parlait du renforcement de l'industrie manufacturière américaine, mais l'effet pratique était plus étroit, plus précis et beaucoup plus agressif. La production stratégique devait être poussée à l'intérieur des États-Unis. Pas en Amérique du Nord, pas dans la zone de la CERM, aux États-Unis, les batteries, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, les infrastructures d'intelligence artificielle, les centres de données et les chaînes d'approvisionnement liées à la défense étaient replacés sous une même logique. Si vous voulez bénéficier pleinement des incitations américaines, vous construisez sur le sol américain. Puis est arrivée la disposition qui a tout changé, la section 14, paragraphe 3. Les entreprises qui déplaceraient une capacité de production stratégique depuis un partenaire de la CEUM vers les États-Unis dans un délai de 18 mois recevraient un crédit d'impôt supplémentaire de 15%. Cela paraissait technique. Mais dans la politique commerciale, c'est souvent dans le langage technique que les véritables armes sont dissimulées. Ce n'était pas seulement une incitation à construire en Amérique, c'était une incitation à quitter le Canada. C'était une subvention à l'extraction industrielle et la cible la plus exposée était l'Ontario. L'Ontario avait passé des années à se positionner comme un centre majeur des véhicules électriques et des batteries. Des milliards avaient été investis dans des usines de batteries, des lignes de composants, des corridors de recherche, des partenariats universitaires et des infrastructures industrielles. Il ne s'agissait pas de promesses abstraites. Il s'agissait d'actifs physiques, terrains, usines, travailleurs, routes, permis, accès au réseau électrique, fournisseurs et contrats à long terme. La stratégie canadienne était simple: utiliser ses minerais, sa main-d'œuvre qualifiée et sa proximité avec le marché américain pour devenir un pilier central de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine des véhicules électriques. Quelques jours après la publication de l'accord de Pékin, la pression est apparue. Des entreprises de batteries liées à des projets canadiens ont commencé à réévaluer leurs plans. Certaines ont regardé vers le Texas, d'autres vers l'Arizona. Washington offrait des autorisations rapides et des crédits généreux. Le signal envoyé aux entreprises était direct: déplacez-vous vers le sud et les États-Unis rendront la transition plus facile. Pour les responsables canadiens, ce n'était pas un débat théorique sur la politique industrielle. C'était une tentative de déplacer de l'autre côté de la frontière des années de planification industrielle. Mais les annonces politiques ne sont pas la même chose que la réalité opérationnelle. L'Ontario disposait déjà de l'infrastructure, des capacités d'ingénierie,
des relations avec les fournisseurs et d'un cadre réglementaire construit autour de ces projets. Un crédit d'impôt peut modifier un tableau financier, mais il ne peut pas créer instantanément une main-d'œuvre, un réseau logistique, un historique de permis ou un écosystème fonctionnel. C'est pourquoi, en quelques semaines, certaines entreprises qui semblaient prêtes à déménager ont commencé à rouvrir discrètement les discussions avec leurs partenaires canadiens. C'était la première erreur de calcul de Washington. Elle a supposé que l'argent seul pouvait déplacer une base industrielle, mais l'industrie moderne ne se déplace pas comme l'argent. Elle se déplace à travers les réseaux électriques, les autoroutes, la main-d'œuvre qualifiée, les approbations environnementales, les contrats fournisseurs, les exigences d'assurance et les risques de capital. Une incitation peut suffire à créer un titre dans la presse. Elle ne suffit pas toujours à remplacer ce qui a mis 10 ans à se construire. La deuxième erreur de calcul concernait les minerais critiques. Le Canada n'est pas seulement un voisin avec des usines. Il possède du lithium, du nickel, du cobalt, de l'uranium, des terres rares et d'autres matériaux essentiels aux batteries, aux semi-conducteurs, aux systèmes d'énergie renouvelables et à la production militaire moderne. Celui qui contrôle un accès fiable à ces ressources contrôle une partie de la capacité économique et militaire du prochain siècle. Pendant des décennies, la base minérale du Canada lui a offert une forme d'assurance stratégique discrète. Aucune puissance industrielle sérieuse ne pouvait totalement mettre de côté un pays qui détient une telle partie de la base matérielle nécessaire aux véhicules électriques, aux puces, au stockage d'énergie et aux systèmes de défense. Pourtant, le cadre de Pékin tentait d'affaiblir cette assurance en redirigeant les investissements loin des mines canadiennes et vers des alternatives américaines. Au début, cela semblait dommageable. Les actions minières ont réagi, des questions de financement sont apparues, des projets qui dépendaient de capitaux étrangers ont été confrontés à l'incertitude. Mais la pression a créé une opportunité. Lorsque les actifs canadiens sont devenus à la fois moins chers et plus stratégiquement importants, d'autres acheteurs sont arrivés. Les capitaux européens ont commencé à se diriger vers les mines canadiennes. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie ont accéléré les discussions sur la sécurité minérale. Au lieu d'isoler le Canada, la pression l'a rendu plus attractif pour les pays cherchant à réduire leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement contrôlées par la Chine. C'est la conséquence profonde de l'accord de Pékin. Il a rappelé à chaque économie alliée que les chaînes d'approvisionnement construites sur la confiance politique peuvent devenir vulnérables du jour au lendemain. L'Europe l'a vu, le Japon l'a vu, la Corée du Sud l'a vu, l'Australie l'a vu. Le Canada ne faisait plus seulement que se défendre, il devenait une alternative privilégiée pour les pays qui ont besoin de minerais, de stabilité, d'état de droit et d'une certaine distance à la fois vis-à-vis de la domination chinoise et de l'imprévisibilité américaine. C'est ici que Mark Carney a compté. Washington semble l'avoir jugé comme un acteur politique classique, mais Carney n'est pas construit comme un politicien ordinaire. C'est un gestionnaire de crise. Il a dirigé la Banque du Canada pendant la crise financière de 2008. Il est ensuite devenu gouverneur de la Banque d'Angleterre, le premier citoyen non britannique à occuper cette fonction dans la longue histoire de l'institution. Avant cela, il a travaillé au plus haut niveau de la finance mondiale. Ses réflexes ne sont pas théâtraux, ils sont structurels. Ainsi, lorsque les documents de Pékin sont devenus clairs, Carney ne s'est pas précipité vers la première caméra. Il n'a pas publié de déclarations émotionnelles. Il a lu le texte, il a étudié les clauses, les incitations, les calendriers, les minerais, l'exposition des entreprises et les mécanismes juridiques. Puis il a passé des appels. Pas d'abord à Washington, mais vers les capitales qui comptaient pour la prochaine étape du Canada. Tokyo, Berlin et d'autres partenaires stratégiques. Ce détail est essentiel. La conférence de presse de Carney n'était pas le début de la réponse. C'était la révélation publique d'une réponse déjà en mouvement. Au moment où il s'est présenté au pupitre, le Canada avait des options. La voie juridique était prête. La voie d'investissement se mettait en place. La voie des alliances s'ouvrait. La pression sur les entreprises avait commencé. Il ne menaçait pas d'une action future. Il décrivait une réalité que Washington n'avait pas correctement intégrée dans ses calculs. La contre-offensive canadienne s'est faite par couches. Premièrement, Ottawa a lancé un examen de conformité dans le cadre de l'ACUM, contestant les incitations à la relocalisation comme une possible violation des engagements commerciaux nord-américains. Cela a déplacé la confrontation du terrain de la rhétorique vers celui de la procédure. Une conférence de presse peut être ignorée. Un examen juridique dans le cadre d'un accord commercial contraignant ne peut pas être écarté aussi facilement. Deuxièmement, le Canada a élargi son autorité d'investissement dans les minerais critiques en utilisant des capitaux souverains pour remplacer les investissements qui pourraient être redirigés ailleurs. Troisièmement, il a avancé vers un corridor industriel avec l'Union européenne. Quatrièmement, il a accéléré des accords d'approvisionnement minier avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie.
Des économies avancées qui ont un besoin urgent d'un accès stable aux matériaux nécessaires aux batteries et à la défense. Cinquièmement, le bureau de Carney a publié une évaluation de l'impact économique montrant à quel point les chaînes d'approvisionnement américaines dépendent du Canada. Le but n'était pas de faire peur aux électeurs. Le but était de parler au conseil d'administration. Les entreprises énergétiques, les constructeurs automobiles, les industriels, les banques, les assureurs et les investisseurs comprennent les chiffres plus vite que les slogans. Lorsqu'ils ont vu l'ampleur de l'exposition américaine aux chaînes d'approvisionnement canadiennes, ils ont compris que cette confrontation n'était pas gratuite. Sixièmement, Carney a personnellement contacté de grands dirigeants d'entreprises américaines ayant des opérations des deux côtés de la frontière. Il n'avait pas besoin de les menacer, il devait seulement leur expliquer le calcul. Si une entreprise acceptait des incitations pour relocaliser une production canadienne, qu'est-ce que cela signifierait pour son accès aux minerais canadiens, à la coopération réglementaire, au marché public, aux permis, aux partenariats et à la confiance du public au Canada? Ce ne sont pas des questions émotionnelles, ce sont des questions de bilan financier. Une fois que les dirigeants ont commencé à répondre à ces questions en interne, la dynamique a changé. Certains examens de relocalisation ont ralenti, d'autres ont été suspendus. Des entreprises qui avaient considéré l'incitation américaine comme un gain simple devaient maintenant mesurer le coût de la perte de coopération canadienne. C'est pourquoi la réponse de Carney était plus dangereuse qu'une riposte bruyante. Une riposte bruyante donne à Washington un ennemi à attaquer. Un calcul silencieux donne aux entreprises une raison d'hésiter. Puis est arrivée la pause de 4 secondes. À la Maison-Blanche, un journaliste a demandé si l'administration avait calculé le coût d'une contestation canadienne réussie. La réponse a été vague. Puis est venue la vraie question. Lorsque le président a déclaré que la bonne période du Canada était terminée, est-ce que cela représentait la position officielle de l'administration envers l'Alliance? La porte-parole a marqué une pause, 4 secondes. En politique, 4 secondes peuvent être une éternité. Si elle disait oui, Washington confirmait qu'il voyait le Canada non pas comme un allié, mais comme une cible. Si elle disait non, elle prenait ses distances avec les propres mots du président. Elle a donc choisi la seule option sûre qui restait. Question suivante. Cette pause est devenue une partie de l'histoire parce qu'elle révélait l'incertitude. La déclaration de Carney était claire. La réponse de Washington ne l'était pas. Un camp savait exactement ce qu'il voulait dire. L'autre calculait ce qu'il pouvait se permettre d'admettre. Alors, où en sommes-nous maintenant? Les incitations manufacturières sont actives. Les arrangements agricoles avec la Chine ont été signés. Le déplacement des investissements a commencé, mais le Canada n'a pas plié. Les entreprises hésitent. Les capitaux alliés se déplacent, les chaînes d'approvisionnement minéral se repositionnent, l'examen juridique est actif, et l'idée selon laquelle le Canada absorberait le choc en silence a été brisée. Il y a 3 issues possibles. La première est un recalibrage négocié. Washington modifie discrètement l'application de la section 14, réduisant la pression sur la production canadienne sans admettre publiquement que la conception initiale allait trop loin. Le Canada accepte l'ajustement, les entreprises reculent, et les deux gouvernements appellent cela de la stabilité. Dans ce scénario, Carney gagne sans avoir besoin d'un discours de victoire. La deuxième issue est l'escalade. Washington refuse de s'ajuster. Le processus de règlement des différends de la CEUM devient plus difficile à ignorer. Le Canada répond par des contre-mesures ciblées dans les domaines où les États-Unis sont exposés, notamment l'énergie, les minerais ou l'accès réglementaire. Les marchés réagissent. Les entreprises mettent la pression sur Washington. Soudain, ce qui avait commencé comme une démonstration de puissance industrielle devient un problème politique intérieur pour les États-Unis. La troisième issue est le réalignement. Le Canada ne rompt pas avec l'Amérique, mais il cesse de se comporter comme si le marché américain était sa seule destination permanente. L'Europe devient plus importante. Le Japon et la Corée du Sud deviennent plus importants. L'Australie devient plus importante, les minerais critiques deviennent la fondation d'une stratégie canadienne plus diversifiée. L'Alliance survit, mais l'ancienne hypothèse qui la soutenait s'affaiblit. C'est peut-être le véritable tournant. Le Canada n'a pas besoin de vaincre les États-Unis. Il doit seulement survivre à ce moment avec plus d'autonomie stratégique qu'il n'en avait auparavant. Et s'il y parvient, chaque puissance moyenne qui observe cette confrontation retiendra la même leçon. La préparation est la réponse à la puissance. Pas la panique, pas le bruit. La préparation. Trump a été audacieux à Pékin. Carney était prêt à Ottawa. Et maintenant, la question n'est pas de savoir si le Canada a été ciblé. La question est de savoir si Washington a correctement calculé le coût de cibler un pays qui s'était déjà préparé à ce mouvement. La mauvaise lecture, comme Carney l'a dit, coûtera cher. La seule question qui reste est à quel point et pour qui? Alors dites-moi en commentaire.
Lorsqu'un pays qui a été votre partenaire pendant plus d'un siècle vous dit que vous l'avez mal lu, est-ce une menace ou est-ce un rapport? Abonnez-vous à Regard Mondial. Cette histoire ne ralentit pas. L'examen juridique va continuer. Les entreprises vont prendre leurs décisions. Les accords miniers vont remodeler les flux commerciaux. Et le prochain chapitre pourrait arriver plus vite que Washington ne l'imagine. Ne détournez pas le regard.